Salut à tous, bienvenue dans les Catch-up du panier, un moment unique que je vous propose avec d'anciens invités du panier, premier podcast e-commerce en France. L'idée est simple, reprendre la discussion là où on l'a laissée pour analyser ce qu'il s'est passé depuis, quels nouveaux enseignements ils peuvent nous partager et potentiellement de nouveaux insights, marchés ou produits. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence conseil tech et créative. Notre mission est simple, rendre l'expérience digitale efficace, belle et inspirante pour faire gagner nos clients en visibilité, en efficacité et en singularité. Si vous avez une épine dans le pied, parlons-en et écrivez-moi sur laurent@cosavostra.com ou sur LinkedIn, Laurent Kretz. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode du panier et des catch-up du panier sur lepanier.io pour trouver la newsletter. Belle écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Édouard Roy et Jérôme Kej, qui sont avec Camille Julien, que j'avais reçu il y a 3 ans, les cofondateurs de EPC Champagne, que vous pouvez retrouver sur epc-champagne.com. Salut, vous allez bien ? Très bien, salut. Très bien, salut. Merci de nous accueillir. Eh ben, écoute, c'est un plaisir. C'est un catch-up aujourd'hui. Ça fait 3 ans qu'on s'est pas vu, du coup. On a échangé quelques mails avec Clémentine, je crois, en cours de route. Vous avez fait un chemin incroyable. Alors déjà, je voudrais dire que c'est un épisode super que je vous recommande, chères auditrices, chers auditeurs. C'est l'épisode 62, sorti en décembre 2020. Une année qui a été un peu compliquée, qui a été challengeante. Pas la plus simple. Pour Covid. L'année Covid pour pas mal de monde. C'était assez challenging pour nous, pour une première année d'ailleurs. Est-ce que, chers auditrices, chers auditeurs, vous savez ce que c'est un blida ? Le verre typique des champenois, dans lequel on verse du champagne, on passe un bon moment très épicurien. Ouais, c'est ça. Donc Blida, qui est une ville en Algérie, si je dis pas de bêtises, où il y a des verreries qui a été importées en Champagne. J'ai appris tout ça par vous et je le ressors assez régulièrement. Je suis très très fier. Un petit verre qui ressemble à un verre à thé, en fait. Tout à fait. Et on le voyait bien sur vos images à l'époque et sur sur toute la plateforme de marque et tous les assets. Ça fait partie des premiers sujets qu'on va aborder. La marque a beaucoup changé, le positionnement a beaucoup changé. Il s'est premiumisé en termes d'image, en termes de positionnement, en termes de prix aussi, on en parlera. Il y a eu une grosse refonte graphique et refonte du site. Donc c'est le premier sujet qu'on abordera. J'aimerais parler aussi d'international. Vous avez depuis, vous êtes lancé à la conquête de plusieurs pays. Vous êtes dans combien de pays aujourd'hui ? On vient de fêter notre 35e pays là. 35 pays. Ouais, 35 pays. En direct ou via des c'est toujours pas des agents, distributeurs, non, c'est essentiellement par des distributeurs ou importateurs ou les deux. Okay. Tout dépend un peu de la configuration de la distribution sur les pays. Eh ben on en parlera. J'aimerais parler aussi distribution justement et partenariat. Vous êtes déjà ou vous allez être en travel retail, ce qui est quand même On arrive en fin d'année. Ouais, on arrive en fin d'année, c'est ce qui va être une vitrine extraordinaire pour la marque et le groupe Lagardère Travel Retail sur les boutiques Aelia nous ont fait l'honneur de nous choisir pour être une des marques qui va être référencée et mise en avant sur l'ensemble des boutiques. Donc pour nous, pour une jeune marque comme la nôtre, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment auprès de marques beaucoup plus installées. On n'y croyait pas d'ailleurs quand ils nous ont choisis, mais ça fait partie un peu de la success story de PC et ça va nous donner vraiment un coup de booster en termes de crédibilité, notamment sur l'international, puisque tous les gens qui comptent passent par les aéroports, donc c'est top. Et tu sais que c'est assez drôle parce que c'est le succès, je pense, qui nous a procuré le plus de plaisir quasiment depuis le début. Ouais. Et on a eu une certaine émotion quand on a signé Lagardère parce que c'est vraiment le truc, tu vois, un peu d'enfant où on est passé dans ces aéroports, on voyait les grandes maisons et depuis le début, dès qu'on prend l'avion, on passe toujours pour voir le stand champagne. Et se dire, on va se retrouver aux côtés des plus grandes maisons, nous, alors qu'on était à 4 ans absolument nulle part, il y avait quand même évidemment de la fierté, mais aussi une certaine émotion en se disant, le travail paye, c'est chouette, et la passion qu'on met, la qualité de nos produits est reconnue. Donc c'est une belle étape de passer, même si maintenant le plus dur reste à venir, parce que maintenant il faut que tout le monde se retrouve dans notre passion et achète les bouteilles évidemment au sein des duty free. Comment est-ce que vous l'avez signé ? On peut rentrer dans le détail tout de suite. C'est parti d'une opération galette qu'on a lancée, en début d'année, sur une sélection de clients ou de prospects. On amène des galettes des rois avec le champagne et on en a amené chez Lagardère Travel Retail et je pense que ça leur a plu, ça les a séduits et ils sont venus nous voir après à l'occasion de Wine Paris, donc on était présents et donc ça leur a permis de nous rencontrer, de savoir qui on est, puis aussi de déguster aussi toutes les cuvées et ils ont été, je crois, conquis par le modèle, par la marque, par ses valeurs, par la qualité des produits. Et par l'histoire que vous racontez. Et par l'histoire qu'on raconte, etc. Et l'énergie qu'on dégage aussi, mine de rien, tu vois, on se donne 7 sur 7, 24 sur 24 dans cette aventure. On est passionné par ce qu'on fait et
Je pense que ça se ressent, on voit vachement en tout cas nos énergies qui se transmettent à travers ça. Tout passe par l'énergie. Et donc je pense qu'ils ont été, on a su les convaincre. Et puis après, je pense qu'ils avaient aussi envie de faire découvrir autre chose que les grandes marques internationales pour leurs clients aussi. Et EPC est arrivé au bon moment. Et alors, tu as des engagements de volume, tu as des engagements de présence? Oui, il y a des engagements de volume, oui. Après, il faut aussi que les bouteilles sortent des différentes boutiques. Et après, il y a des engagements également en termes de formation, parce qu'on va former un peu toutes leurs équipes, parce que c'est important aussi que ce sont nos prescripteurs, hein, donc c'est important que leurs équipes demain puissent parler de la marque, parler de ses valeurs, parler du modèle, et puis aussi le fasse tester. On fera également quelques dégustations. On parle de combien d'aéroports? Combien de points de vente? Là, une petite dizaine. Ouais. France, Europe? France et Europe. Okay. France, Italie, Suisse principalement. Ok. Ouais. Y a combien de marques dans une boutique de duty free? Une vingtaine de marques. Une vingtaine de marques. Une vingtaine de marques, mais avec entre 20 et 30 marques, mais avec plusieurs cuvées, hein, tout dépend aussi des marques. Mais voilà, le fait de pouvoir se retrouver après 4 ans sur les aéroports, c'est une campagne de pub assez extraordinaire. Oui, et surtout un tampon légitimité. Tampon légitimité, absolument. Parce que tu vas te retrouver auprès de ces grandes marques alors que vous n'avez que 4 ans. Ouais, à peine. exactement. C'est incroyable. Ouais, 4 ans, un peu. Okay. On les a fêtés, ouais. J'imagine que tu étais en test du coup sur ces 10 premiers aéroports et qu'ensuite tu peux... Après, effectivement, le groupe Lagardère est le 5e groupe, je crois que ça doit être le 4e ou 5e groupe mondial en termes de duty free, peut-être même 3e, je crois. Je pense que dans un premier temps, il y a un essai qui va être fait sur la partie française, sur la partie italienne, la partie suisse, et puis après, si la marque fonctionne bien, s'il y a des bonnes rotations, je pense qu'ils nous mettront sur l'international. Cool. Donc on parlera distribution. On parlera aussi diversification, puisque vous avez sur le même modèle que EPC lancé une marque de rosé. De rosé, ouais. Qui s'appelle Aurose. Alors j'ai pas noté le site web, mais c'est aurose-provence.com. AUROSE-provence.com. Tu parlais de classement, j'ai pas donné de chiffres, hein, mais quand on s'est vu, vous vendiez à peu près 45 000 bouteilles sur l'année, si je dis pas de bêtises. En 2020, ouais. Un peu plus d'1 million d'euros de CA. Aujourd'hui, on parle de 500 000 bouteilles expédiées en 2023. Entre champagne et rosé. Entre champagne et rosé. Avec quelle proportion? Globalement, c'est un peu plus de 350 000 bouteilles de champagne et un peu plus de 100 000 bouteilles de rosé. Ok. Il y a un dernier chiffre que je trouve hallucinant, que vous m'avez donné, qui donne l'ampleur de votre réussite. C'est un peu tôt pour parler de réussite, mais disons de votre travail. Oui, du coup, de la croissance. De la croissance, ouais. Il y a 1200 maisons de champagne en Champagne. Et vous faites partie du top 50, du coup, du top 35. En fin d'année, quand la ligne d'arrivée sera franchie, on pourra le dire. Voilà, on pourrait faire partir. On pourra le faire. Il y a 1200 marques en Champagne, et quand on fera le mix volume et valeur, si on va au bout de nos objectifs cette année, on devrait intégrer ce cercle fermé des 35 plus importantes, si je peux dire, maisons de champagne. Positionnement, premier sujet que je voulais aborder. Il y a 3 ans, ce que j'avais gardé en mémoire, c'est le côté très camaraderie, champagne qu'on déguste entre amis, sans prise de tête, saucisson, pizza, blida, champagne. C'est un peu ce que j'avais retenu. J'avais aussi retenu que EPC signifiait et pluribus champagnum. Et du coup, j'avais pas retenu. Exactement. Qui voulait dire l'union fait le champagne. L'union fait le champagne. Voilà. C'est un peu compliqué pour les prescripteurs de le comprendre, de le retenir et de le prescrire derrière. Et du coup, aujourd'hui, si vous allez, chers auditrices, chers auditeurs, regarder sur epc-champagne.com, on est sur quelque chose de beaucoup plus premium. Racontez-moi un peu le contexte, d'où on vient et pourquoi ce changement d'image. Alors déjà, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on a créé EPC, on avait en tête cette stratégie de... La marque va passer par 2 étapes. La première, on a assumé, Camille, Jérôme et moi, et c'était pas quelque chose de facile à assumer, parce qu'on l'assumait qu'entre nous, on pouvait évidemment pas le dire au grand public, de faire une plateforme de marque qui était volontairement polarisante, clivante, dans une vraie stratégie Océan Bleu versus Océan Rouge, et Océan Bleu pour le fait d'émerger dans un écosystème concurrentiel dense et de qualité, avec un positionnement et une plateforme de marque qui se veut radicalement différente. Donc c'était pas forcément facile parce qu'on assumait quelque chose et un habillage de bouteille que nous 3 même, on n'était pas fans de ces habillages-là, mais ça avait la vertu de faire parler de nous, clivant, différenciant. Exactement. Ça permettrait de raconter l'histoire et puis d'être aussi effectivement visible sur la partie retail. Et puis même localement. Et puis d'émerger aussi, parce que effectivement la marque, c'est son étymologie, son étiquette, et aussi la grosseur aussi du bloc marque était quand même assez différenciant par rapport à ce qui existait aujourd'hui.
Donc ça nous permettait aussi de pouvoir être très visible. Il y avait un côté très visible qui était présent aussi. Il y avait plusieurs couleurs en plus sur l'étiquette. Ouais, tout à fait. On était dans les cons un peu pastel, etc. Et l'idée, ça avait été de se dire, OK, on va faire ça le temps qu'il faudra. Et on a commencé à sentir au bout, je dirais, de 2 ans qu'on arrivait un peu à la fin de cette capacité à être jeune, parce qu'on peut pas être jeune toute sa vie malheureusement. Et donc rapidement on s'est dit ok, là on va plus être vu comme une maison jeune, on va être vu comme une maison contemporaine, une maison récente qui se veut répondre un peu justement un peu aux nouvelles attentes des consommateurs. Et donc on a entamé la deuxième étape qui était de se dire ok, on va faire évoluer la plateforme de marque. EPC, alors ça c'était un test, effectivement le Epluribus Champagnum va devenir épicurien, qui en plus nous caractérisait plus, donc ça nous allait très bien de transformer ça. Mais il va toujours donc continuer d'être sympathique, d'être jovial, chaleureuse, transmettre nous la passion qu'on a pour les bons produits du terroir, la traçabilité, le fait de vraiment vous faire voyager à travers les terroirs, parce que chacune des cuvées n'est issue que d'un seul terroir, donc il y a un assemblage très peu sucré, très peu sulfité. Chez EPC c'est ça, avant tout les valeurs de base, le socle. Mais ça va être incarné par quelque chose de plus moderne, plus contemporain, plus premium, parce que finalement, les gens adoraient le produit, adorent toujours d'ailleurs, mais se retrouvaient à travers la qualité du produit, à travers la promesse, mais peut-être on répondait pas forcément assez bien aux critères de j'achète une bouteille de champagne, quand je la mets sur la table, je veux quand même qu'on se dise c'est du champagne et qu'on se dise c'est quand même voilà, il y a un peu de valeur perçue qui doit être importante. Et je pense qu'on a pris le bon virage en allant sur cette nouvelle plateforme de marque, cette nouvelle image qui se veut plus épurée. On est la seule maison non patronymique en Champagne pour EPC. Donc ça, c'est déjà la première innovation qui s'est maintenue, mais on est la seule maison avec... C'est la seule maison non patronymique en Champagne, il n'y en a pas d'autres ? Non, il n'y en a pas d'autres. Okay. On peut chercher, tu verras, il n'y en a pas d'autres. De l'autre côté, on est la seule maison aussi qui a une étiquette qui n'est pas symétrique. On est la seule maison dont le bloc marque n'est pas aligné. Tu vois, les 3 lettres maintenant sont plus alignées. Et en fait, c'est plein de petits détails qui nous laissaient dans l'innovation, si je puis dire, toute proportion gardée évidemment, mais dans le contemporain, et qui nous permettaient pour autant de prendre le virage aussi du premium et de répondre aux attentes de nos consommateurs et des consommateurs de demain. Jérôme en témoignera mieux que moi, mais on a eu plusieurs retours sur le terrain de clients qui adoraient le produit, mais qui avaient du mal à passer le cap. On avait effectivement, sur une partie de la clientèle qu'on visait aussi, qui était aussi une clientèle de prestige, qui apportait aussi de l'image à la marque. Beaucoup de sommeliers nous ont dit votre marque est très sympa, la qualité des produits est vraiment top, quelle que soit la cuvée, mais il y avait quand même une difficulté à passer le cap entre le fait d'aimer la marque, d'aimer la qualité des produits et cet habillage qui était effectivement polarisant. Et c'est pour ça qu'on a d'ailleurs accéléré cette refonte de la marque et d'avoir un habillage effectivement plus contemporain, plus premium, mais qui rêvait vraiment une vraie personnalité aussi de la marque, et effectivement avec cette étiquette qu'on pourrait penser d'un terroir vu du ciel, cette coiffe, cette contre-étiquette aussi qui est toujours un peu l'ADN de PC, avec qui est une vraie carte d'identité, qui te donne un peu le lieu de naissance, où c'est fait, comment c'est fait, avec qui c'est fait. On a ajouté d'ailleurs un QR code qui t'amène sur la fiche technique de la cuvée. Il y a toujours cette pastille thermosensible qui a été un vrai succès depuis le début et qui donne aux consommateurs le moment où ils peuvent déguster le champagne, donc quand elle est bleue forcément. Donc il y a tout cet attribut qui reste de la première phase, en tout cas la phase 1 du lancement de PC, mais sur quelque chose d'un petit peu plus désirable et quelque chose de beaucoup plus premium, et qui nous ouvre vraiment globalement toutes les portes. C'est vraiment très joli. Merci beaucoup. Je le disais quand on préparait l'entretien, mais je m'étais fait cette réflexion à l'époque, mais en tout cas, ça vous en foutez. Mais je trouve c'est très sobre, c'est très épuré, c'est très chic, sans être non plus trop chic, et je trouve que c'est important de jouer avec ça. Comment on appelle le truc qu'on met au-dessus? La coiffe. La coiffe elle-même est c'est asymétrique. Très singulier. Ok. En termes de prod, ça doit être pas évident. C'est une vraie galère. Ouais. mais maintenant c'est évident, bon. mais c'est sujet à des débats aussi avec nos partenaires au niveau de la prod, mais en même temps, ça fait partie aujourd'hui de l'habillage et de l'ADN de la marque. Donc, mais même l'étiquette, pardon, j'y pense. Mais l'étiquette frontale qui n'est pas carrée, qui est donc qui ressemble à un terroir. Ouais, vu du ciel. Ouais, absolument. Ça aussi, ça doit être compliqué à. Ça va encore. Ça va encore. Les sujets, c'était plutôt les frottements au démarrage, parce qu'on a vraiment travaillé la texture de l'étiquette. Donc, évidemment, on a essuyé quelques plâtres. Mais comme je pense toute refonte d'une plateforme de marque, il y a toujours des surprises auxquelles on ne s'attend pas.
Mais le plus dur, effectivement, je pense que tu avais bien pointé le doigt d'entrée, c'est plutôt la coiffe en haut, où ça nécessite un peu d'ajustement, de réglage. Maintenant, c'est bon, mais on a mis quelques mois à bien se régler. L'étiquette de dos, je sais pas comment on appelle ça. La contre-étiquette. La contre-étiquette, pardon. Ouais. La contre-étiquette est aussi un élément intéressant. Je vous invite à écouter le premier épisode. C'était, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le 60, c'est ça, puisqu'on en parle pas mal à ce moment-là. Quel a été le process de cette refonte? Une agence, quel a été le brief, quel a été le déroulé, les allers-retours? Est-ce qu'il y a eu du testing utilisateur? Alors, Camille, évidemment, qui n'est pas là aujourd'hui parce que petit projet personnel en cours, répondrait mieux que moi à cette question, parce que c'est elle qui s'est occupée de ça, elle a fait un travail fantastique. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a été fait de manière très méthodique. Première étape, ça a été déjà de parler avec nos consommateurs et avec les gens qui justement ne nous avaient pas choisis pour Consommateur final ou client? Enfin, distributeur? Les deux. Les deux, toujours les deux. Les deux, Toujours. mais également ceux qui ne nous avaient pas acheté pour la raison de la plateforme de marque, pour comprendre. Donc elle a fait tout un audit avec des entretiens quali, avec une phase quanti aussi, une phase quanti aussi dans le métro, parce qu'on adore le métro comme la première fois, et donc on a montré plein de choses, on a essayé de comprendre ce qui plaisait, ce qui plaisait pas. Ce qui a permis à Camille Alors de pardon, faire je fais une petite parenthèse, mais vous l'avez posté sur LinkedIn et je trouve ça intéressant. C'est sur les quais du métro, entre deux métros. Camille ou Clémentine, je sais pas qui est sur la vidéo, c'est Camille qui montre du coup à des Parisiens, parce que c'est le métro parisien, je crois, qui attendent le métro, des photos pour leur demander leur avis. En fait, c'est un moment génial parce que la personne n'a rien d'autre à faire que d'attendre son métro. Et elle va être extrêmement spontanée parce qu'elle a 1 minute, 2 minutes devant elle. Donc on sait qu'on va avoir une réponse qui est assez qualitative. Puis là, t'as pas de filtre. Hein. T'es sur un avis direct, cash, qu'il faut assumer derrière et qui te dit si tu... Qui est timé en plus. Ouais, exactement. Mais qui te dit si t'es dans la bonne direction ou pas, quoi. Exactement. Donc elle les connaît bien, les quais du métro, Camille. Et donc ça a été la première phase. Derrière, elle a rédigé un brief extrêmement précis qu'elle a soumis à des agences de différentes tailles, grandes, petites et même micro, je dirais. La micro, où c'est quelqu'un qui est tout seul et qui derrière peut s'épauler d'autres personnes autour de lui. Et finalement, c'est cette troisième catégorie qui l'a emporté. Donc, on est parti avec quelqu'un qui était tout seul et qui a participé sur des créations de marques super sympas, que ce soit Bonsoir, Frichti, enfin des choses qui avaient été assez sympas. Et qui a bien compris ce qu'on voulait, qui au début, finalement, c'est pas facile parce que tu arrives dans des codes champenois avec des règles aussi par le comité en Champagne qui sont quand même très strictes. C'est quoi les règles? Tu vois, ça va être la taille des caractères, la taille le rapport entre le mot champagne et le bloc marque. Ça va être des... c'est assez normé. Hein. Ah oui, c'est très normé. Donc, c'est très normé. Tu peux pas faire ce que tu veux. Hein. Et ensuite de cela, aussi bien comprendre le marché, parce que tu peux tirer l'élastique, mais il faut pas non plus qu'il casse. Il faut que tu répondes quand même aux attentes de la consommation champagne, si je puis dire. Et je me rappelle très bien, un matin, Camille est venue me voir et elle m'a dit, j'ai eu la personne en question cette nuit, qui m'a envoyé un message en me disant c'est bon, je sais ce qu'il faut nous faire. Il nous a présenté la version avec 2 autres, on savait pas laquelle. Avec Jérôme au début on a... Attends, c'est intéressant. Il vous a présenté 3 versions dont celle qui était la bonne. Exactement. Selon lui. Et effectivement, on était... c'est vrai que l'œil n'avait pas l'habitude de voir un peu ce nouvel habillage, cette forme d'étiquette. Donc il a fallu aussi l'intégrer, le digérer. Et puis après, en parlant avec l'équipe, l'entourage, nos amis et actionnaires, il s'est avéré que c'était une évidence. C'était une évidence, vraiment. Ce qui est assez drôle, c'est que on a réagi avec Jérôme sur ces 3 phases. Qui pour était revenir assez sur le détail, on a réagi que sur celle-ci pour autant, sans savoir que c'était celle-ci. Sur les 2 autres, on a dit bon, ok, on n'était pas convaincus, mais celle-ci, on a eu besoin d'en parler. Et on n'était pas convaincus au début, et finalement, c'est en se disant, mais finalement, on n'a parlé que de celle-ci. C'est peut-être celle-ci, et effectivement, le fait de digérer la chose, après, c'était ça. Bon, puis après, quand tu as les bouteilles, quand tu les as en main après, avec l'habillage final, ça fait la différence. Que c'est la bouteille aujourd'hui, telle qu'elle est, devient un bel objet. Donc c'est intéressant. Alors, je suis pas retourné, j'ai pas fait attention aux anciennes bouteilles, mais la bouteille, elle n'a pas changé. Non, ça reste la bouteille classique. Une bouteille champenoise classique. Okay. Exactement. Alors, question de néophyte, mais toutes les bouteilles de champagne n'ont pas la même forme. Certaines maisons ont des formes particulières. C'est des cuvées spéciales, c'est des moules spécifiques. Mais il y a une norme. Alors, il y a une obligation, il y a des contraintes. Il y a des contraintes sur la pression, parce que tu as une grosse pression dans la bouteille, donc il faut faire vachement attention à ce que la bouteille n'explose pas. C'est quand même un truc qui pourrait être un peu ennuyant. Mais je pourrais faire une bouteille de champagne carré.
Je pense J'aurais que le droit. Tu Enfin, pourrais pardon, dans l'absolu le faire, voilà. effectivement. Ok. Oui, je pense. Il y a eu des marques qui ont créé des bouteilles, si tu veux, pas carrées, mais très évasées. Un peu triangulaire. Un peu triangulaires. Donc, Ok. Non, mais j'imaginais après, qu'il y avait. c'est une question d'ordre technique, Ok. et puis après stratégique, qui est lié à ce que tu veux transmettre au niveau des C'est consommateurs. gros coûts, pour le coup, quand tu changes ton forme de la bouteille, ça veut dire que toute ta ligne de production doit changer, que tes caisses dans lesquelles tu fais stocker tes bouteilles pendant des mois et des mois doivent changer. Enfin, tout doit changer. La manière de mettre ta bouteille dans un carton, donc ton type de carton. Enfin, il y a une inertie qui est extrêmement importante. C'est des investissements qui sont très lourds, et puis pour une mise en marché qui est de 3 ans après, quoi. Donc c'est toujours voilà, c'est une vraie décision stratégique. Il vous présente les 3 pistes, dont celle qu'il pense être la bonne. Il se trouve que c'est celle sur laquelle vous réagissez, vous créez un échange et vous vous dites, bah, si un échange, c'est que ça doit être la bonne. Ensuite, il faut dérouler ça sur les réseaux sociaux, il faut dérouler ça sur le site web. Bah après, c'était aussi de l'interne, de le faire partager aussi en interne, comme je disais tout à l'heure, de le faire partager, de le faire adopter aussi à nos actionnaires, aussi, forcément. Mais vous l'avez testé? On l'a testé, bien sûr. Bien sûr, jamais. Donc, actionnaires, distributeurs, clients, amis, supporters de la maison, proches de la maison, enfin un peu tout le monde. Vous m'avez pas appelé. Ok. Et après, bah oui, effectivement, après, il faut le décliner sur le site web, il faut le décliner sur tous les supports, toutes les présentations, tout adapté. Donc, ça a été une phase de travail très importante, mais qui porte largement ses fruits aujourd'hui. On est très contents. Et puis après, tu as aussi toute la transition qui se fait entre tes bouteilles que tu as en stock sur l'ancien habillage, j'allais dire, et le nouvel habillage qui arrive. Donc, c'est tout un... Tu peux désétiqueter, je sais pas si ça non, se dit. tu peux pas désétiqueter, c'est très compliqué, ça n'a pas de sens. Mais globalement, la problématique, c'est quand tu as tellement envie de montrer à tes équipes, de montrer aussi au marché quel va être le PC de demain, version numéro 2, que toutes les bouteilles que tu as en stock sur l'ancien habillage deviennent difficiles aussi à vendre. Donc ça a été vraiment un savant... Il s'est passé combien de temps? Là, on termine tout juste. Il s'est passé beaucoup de mois. Donc ça a été un peu tricky. C'est hyper intéressant. J'avais abordé ce sujet, mais sur un produit de grande consommation qu'on trouve en grand magasin à plusieurs reprises, mais notamment avec Omi dernièrement, où le fait de passer Omi, donc qui fait des produits bien pour le corps et bien pour la terre, marque de produits d'épicerie. Comment est-ce que tu fais cette transition en grande surface hyper intéressant. Ok. Petit focus sur le site web. Vous étiez sur WordPress et WooCommerce à l'époque. Ouais, on est resté là-dessus. Vous êtes resté avec une refonte front ou refonte globale? Refonte globale. Ok. La première version n'était pas forcément très pratique, très facile. On a tout refait et là c'est nickel. Honnêtement, c'est très simple. Nous, après, la partie e-commerce, c'est pas un enjeu très important. C'est pas quelque chose sur lequel on investit. Parce que le direct to consumer pour nous, c'est vraiment la partie caviste. Aujourd'hui, avec un un réseau de plus de 400 points de vente en France, on veut vraiment favoriser nos partenaires cavistes, qui sont nos premiers prescripteurs, nos premiers ambassadeurs, plutôt que développer nos ventes sur le site web. Le site web est utile pour tous ceux qui n'auraient pas de caviste proposant du champagne EPC autour de chez eux. Et dans ce cas-là, il ne faut pas qu'on puisse les laisser sans leur divin breuvage. Mais, on veut surtout pas leur faire de la concurrence. Donc c'est plutôt effectivement un enjeu de visibilité sur le web et de positionnement prix, notamment aussi au niveau international. Ok, compris. Donc déclinaison sur le site, déclinaison sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, exactement. Vous passez par une agence? C'est de l'interne? Toujours la même personne. Toujours la même personne, et après par contre on a un qui développeur... qui crée tous les assets. Ouais, et après on a un développeur qui s'occupe d'intégrer tout, qui travaille avec nous depuis le tout début, notamment sur la solution tech qu'on a développée aussi en interne, autour de la data, autour de la partie CRM, ERP, etc. Et qui du coup s'est chargé d'intégrer le site web designé et produit par notre directeur artistique en charge de la refonte de la marque. Ok, de la plateforme. Ok, hyper intéressant. J'imagine que ce positionnement ou ce changement de positionnement, vous avez travaillé du coup aussi la plateforme de marque. Tout a été refait. Tout a été refait. Il y a une traduction aussi sur les prix, le positionnement prix. Oui, les prix sont. Quand on s'est vu la première fois, on était globalement au même prix. Je sais pas si tu t'en souviens, toutes les cuvées étaient au même prix. Ouais, c'était ça. Donc, c'était un peu un modèle un peu différent. C'était en plus un argument. C'était un vrai positionnement de marque. Pas de raison de payer plus cher l'un ou l'autre. Exactement. Et qui était expliqué parce qu'à l'époque on avait
moins de fournisseurs de raisins. Et moins de... une gamme plus réduite. Une gamme plus réduite. On avait 3 cuvées. Et la réalité, c'est que c'était vraiment les mêmes coûts de revient pour tout. Là où aujourd'hui, les coûts de revient ont explosé en Champagne. Enfin, vraiment, ça a pris 10% par an, le prix du kilo de raisin. Donc, il faut se rendre compte que nous, on n'utilise que la première presse pour faire nos champagnes. Donc là où il faudrait normalement 1,2 kg de raisin pour produire une bouteille de champagne, nous, il en faut 1,4. Et quand tu prends 10% par an sur ton kilo de raisin, ça te donne des prix qui deviennent vraiment importants. Ouais, donc ça nous a obligés à revoir notre stratégie. On a été obligés par l'augmentation de ces prix de revient. Et donc aujourd'hui, on est passé en 3 ans de 29,90 à 44,90. Donc sur les cuvées qui étaient notamment blanc de blanc, qui était la cuvée de lancement de PC. 29,90 tu m'as dit. 29,90 à 44,90. Ouais, donc toi, ça fait quand même un gap. Donc on a perdu 50% quoi. Voilà, okay. Exactement. Donc on a quand même perdu entre-temps quelques consommateurs aussi, quelques clients, parce que tous n'étaient pas... tous ne pouvaient pas aussi faire ce gap de prix entre ceux qui nous ont acheté à ce prix-là. Donc ça a été un vrai choix de positionnement, un choix stratégique. Mais un choix qualitatif aussi, parce que on aurait pu, entre guillemets, baisser la qualité, reprendre, consommer moins de raisins pour faire nos champagnes ou quoi que ce soit. On s'est dit, en fait, non, nos consommateurs, ils achètent du EPC parce que c'est un vin de très grande qualité, on veut pas lâcher ça, donc on va en perdre, parce qu'évidemment, ceux qui n'ont pas les moyens de passer ce cap de prix, on va les perdre malheureusement. Mais pour autant, la qualité va rester au rendez-vous et la qualité va suivre du coup l'évolution de nos coûts de revient. J'ai une question ou une réflexion. Alors, c'est pas à vous que je devrais la poser, mais ou la partager, mais je le fais quand même. Dans le secteur du luxe et le champagne, c'est premium ou luxe en fonction de champagne. Le prix est aussi un marqueur. Tu pourrais faire un champagne de qualité. Exceptionnel, mais qui vaut 50 et le vendre 150 parce que tu te dis ça va me placer dans une autre catégorie. Et puis le prix est aussi un attrait, bien sûr. Tu vois, un levier de désirabilité. Comment vous intégrez ça dans la logique, si je peux vous poser la question? Après, la problématique de vouloir trop augmenter les prix ou de vouloir vendre des bouteilles à 150 €, c'est qu'il faut aussi que la marque ait le statut, l'image, la reconnaissance pour pouvoir être vendue à ce prix-là. Donc tu ne peux pas du jour au lendemain te dire voilà, je vais prendre des cuvées à 30 € qui vont se revendre demain à 120, 150 €. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ou alors tu te plantes derrière. Donc l'idée, ça a été vraiment j'allais dire progressivement d'augmenter les prix. Et d'arriver à un niveau de prix qui aujourd'hui nous positionne sur un segment premium, oui, mais qui reste avec un excellent rapport qualité-prix par rapport à la qualité qu'on offre sur le marché. Vraiment. Ok, hyper intéressant. La gamme de prix aujourd'hui, c'est quoi du coup? C'est le plus la cuvée brute qui est peu présente quand même chez les cavistes, est à 38,90. On monte après sur le blanc de noir à 40,90. On arrive sur les blancs de blanc un peu là. La cuvée un peu emblématique de PC à 44,90 et après on monte à 49 sur les rosés, les premiers crus et après au-delà de 55-60 sur toute la partie grand cru, les millésimes spécifiques 2009, la cuvée qu'on a faite avec Franck Pascal à 80 €. Donc on a vraiment un panel de prix quand même assez important et qui peut ravir chaque typologie de consommateur qui veut se faire plaisir en montant en qualité et en restant à des prix qui sont tout à fait corrects. Avec une approche, alors c'est intéressant ce que tu as dit, mais donc vous avez beaucoup élargi la gamme. On peut imaginer des collabs spécifiques? C'est ce qu'on a fait avec Franck Pascal. L'idée était d'avoir une gamme, ce qu'on appelle une gamme The Range, Permanent Range, la gamme permanente, donc avec 5 cuvées, 5-6 cuvées, qui sont vraiment le cœur de réacteur de la marque, qui existe toutes les années sur l'ensemble des marchés. Et après, on a ce qu'on appelle des éditions limitées, où là, on met en avant une cuvée sur un terroir spécifique, sur un millésime spécifique, ou une cuvée qu'on co-crée, non pas avec un groupe de vignerons, comme c'est le cas sur toutes les cuvées, mais avec un vigneron particulier comme Franck Pascal, qui est un vigneron extrêmement connu en Champagne, adepte de la biodynamie, et qui nous a permis aussi de monter l'image de marque en tant que marque spécialiste et qui fait une collaboration un peu assez créative, qui met en avant le talent d'un vigneron un peu star, et qui nous a fait quand même aussi l'honneur de faire une cuvée avec nous. C'est quand même, pour nous, ça a été quand même un signe de reconnaissance incroyable. Donc c'était top.
Avec une étiquette particulière aussi. Oui, une étiquette particulière, une forme de bouteille particulière là-dessus aussi. Qui effectivement, l'étiquette, elle est un peu différente parce que elle a une couleur différente, elle est noire, etc. Mais surtout la mise en avant du vigneron, une contre-étiquette où on explique qui est le vigneron, une collaboration sur une création de contenu qui est dédiée aussi. Et ensuite de cela, forcément, associer finalement 2 marques parce que lui, il est sa propre marque avec son nom. Et c'est ça qui nous a permis justement effectivement de rentrer dans d'autres types d'établissements, effectivement d'être reconnu parce que qu'un tel vigneron qui n'a besoin de personne pour se développer parce qu'il est sous allocation chaque année se dit je travaille avec une maison comme EPC, c'est un signal aussi intéressant envoyé au marché. Et donc ça effectivement ça nous a pas mal aidé. Puis c'est un vrai concept. C'est un vrai concept d'avoir cette co-création entre EPC qui, dans ce cas-là, dans cette cas de figure, devient un peu une marque label qui met vraiment en talent la cuvée d'un vigneron avec lequel on fait une co-création. Donc c'est quand même c'est assez nouveau, c'est assez créatif en Champagne. Le principe des éditions limitées, quand ton réseau de distribution, c'est principalement du B2B2C. Alors, comment est-ce que tu l'abordes ? Les éditions limitées te permettent... on parle de combien, pardon, quand on parle d'éditions limitées ? On parle de 2000 à 10 000 bouteilles. Par cuvée, ça représente globalement à peu près 20% du volume de PC. Donc ça reste quand même assez limité. Ça reste quand même assez limité quand même. 20%, ça fait 100 000. Ouais. Non, pardon. EPC, les champagnes. Les 500 000, c'est EPC plus rosé. Autant pour moi. Absolument. Okay. Donc ça fait un certain volume quand même, mais comment tu crées cette demande parce tu la présentes déjà au marché, sur les marchés de prescription, parce que c'est des cuvées que tu vas vendre essentiellement sur la partie caviste et la partie restauration. Donc c'est des cuvées qui nous ont permis de pouvoir entrer sur certains cavistes qui n'avaient pas voté sur les cuvées de la gamme permanente. Et puis ça nous a permis également aussi de rentrer sur de la belle restauration et également aussi sur la partie corporate. Tu sais que on a une stratégie en France qui est très liée au monde de l'entreprise de manière générale, et pour toute la partie cadeaux, événementiel, etc. Et effectivement, quand on voit un petit peu les chiffres, les éditions limitées sont très appréciées par les chefs d'entreprise qui veulent faire un cadeau haut de gamme, original à leurs clients. Donc c'est un peu le 3e marché de ces éditions limitées. Parfait pour embrayer sur la distribution. Donc caviste, B2B. Sélectif, circuit sélectif 100%. Ouais. Dans quelle proportion les différents canaux ? Globalement, on fait 50% de nos ventes sur la partie CHR. Donc toute la partie café, restauration, hôtel, restauration, hôtellerie, etc. Flagship, de manière générale. On fait 40% de notre volume sur la partie corporate. Donc la partie corporate, elle intègre les ventes aux entreprises, la partie cadeaux de fin d'année, mais également la partie événementielle et la partie salon professionnel, où on a construit l'image de marque de PC avec 3 salons même un peu emblématiques, que sont Maison et Objets, qui est vraiment le partenaire de PC depuis le lancement. Ils sont avec nous depuis fin 2019. Donc ça a été vraiment le fait d'être champagne de Maison et Objets nous a permis de rayonner aussi au niveau international sur un salon. Partenaire du salon. Partenaire, exposant et partenaire. Champagne officiel, c'est-à-dire que toute la partie presse, la partie VIP, la partie soirée, les cocktails sont faites uniquement avec EPC. Okay. Ouais, donc c'est vraiment un des secteurs majeurs, comme au même titre que le MIPIM à Cannes, au même titre que Batimat, qui est vraiment le salon emblématique du milieu du bâtiment, qui est un des secteurs sur lesquels on travaille beaucoup. Donc on a vraiment construit cette identité de marque autour également de ces salons, qui nous ont permis de pouvoir être plus légitimes sur certaines typologies d'entreprises. Ok, voilà. Compris. Donc ça fait 50 CHR, 40 corporate, et à peu près 10% sur la partie caviste. À peu près ça. Et du coup, sur 400 points de vente. Le D2C, le direct consumer, c'est quasiment rien. Intéressant, et du coup tu as 3 stratégies d'approche un peu différentes, mais c'est complémentaire. L'effort que tu dois déployer pour aller toucher 400 cavistes qui représentent que 10% de tes ventes, il est quand même démesuré par rapport à ce que tu fais. Il est tellement important en fait aujourd'hui, c'est la vitrine, les cavistes, c'est les amoureux du vin, c'est ceux qui transmettent le message, ceux qui font découvrir la marque. En fait, il faut pas, pour nous, on est d'accord là-dessus, il faut pas raisonner de manière héroïste avec les cavistes. Il faut raisonner de manière où on transmet notre passion. C'est du marketing. C'est du marketing, mais c'est aussi de la visibilité. Oui, marketing au sens, c'est pas un canal héroïste, c'est un canal de non, exactement. Transmission d'expérience. Oui, et puis globalement, si tu veux, tu fais découvrir la marque dans la restauration.
au consommateur, tu l'as fait découvrir à l'occasion de soirées événementielles d'entreprise, à l'occasion de salons professionnels. Si le consommateur, à un moment donné, aime ton produit, aime ta qualité, il faut qu'il le retrouve quelque part. Donc le caviste, il est là aussi pour justement, c'est un peu la bout de chaîne, de pouvoir aussi à un moment donné faire en sorte que ton consommateur, celui qui est intéressé par ta marque, puisse également la retrouver et l'acheter. Puis c'est un gros effort au démarrage, mais finalement tu te rends compte d'un truc, c'est que plus les deux autres circuits se développent, plus tes ventes chez les cavistes augmentent de manière naturelle sans que tu aies à investir davantage. Tu as la demande spontanée qui arrive derrière. Et après aussi, si tu veux, ce qui est intéressant, c'est que dans les cavistes, t'as pas que des cavistes indépendants. Parce que s'il fallait aller chercher 400 un par un, 400 un par un, ça peut être un peu compliqué. Et donc, tu as des chaînes de caves très qualitatives. On en a 2 qui travaillent avec nous, sur lesquelles on est très fiers, qui est Cave à Vin. L'ancienne Cave à Vin, qui est une enseigne qui nous a fait confiance quasiment depuis le début. Et on est présent, il y a 150 magasins à peu près, on est présent sur 70-80% du parc. Okay. Et là, on a une superbe opération avec VNB, que je salue d'ailleurs aussi, et avec qui on est très content de pouvoir aussi lancer une collaboration sur la fin de l'année. Mais VNB est une enseigne qui se développe aussi à vitesse grand V. Oui, c'est marrant, j'ai l'impression d'en entendre parler de plus en plus depuis un an. Ils sont très dynamiques, très dynamiques. Ils ont aujourd'hui à peu près pas loin de 300 boutiques en France. Okay. Donc, avec ce concept cave d'un côté, bar et événementiel de consommation sur place, et on trouvait que ça fitait bien avec notre ADN et leurs consommateurs. Alors c'est V&B pour vin et bière. Le site c'est V&, en anglais ANDB comme la lettre, VANDB.fr. VNB que je connaissais pas il y a un an, et j'ai l'impression maintenant de le voir partout. Ils sont très dynamiques. Dans cette partie caviste, est-ce que vous distribuez en ligne sur des plateformes comme très peu, un petit peu, très peu. Mais très peu, c'est pas la stratégie, parce que le commerce en ligne est un commerce assez dangereux. Il faut vraiment être sûr des partenaires avec qui on travaille. Nous, on a vraiment une lettre d'or qui est vraiment de conserver notre positionnement prix. Il n'y a pas de promo. On veut que ceux qui nous font confiance et ceux qui nous mettent en avant sur Internet restent sur le prix public. Il n'y a pas de promo, il n'y a pas d'opération de baisse de prix. Donc, il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui ne sont pas forcément dans cette stratégie-là et qui sont beaucoup à faire du dumping, pour certains par le bas. Et donc, ça nous a obligés à revoir notre stratégie là-dessus. On était beaucoup plus au début. Et aujourd'hui, comme on a une vraie stratégie pro-caviste physique, le caviste en ligne est plus un partenaire pour faire aussi découvrir la marque, mais au bon prix aussi, au prix souhaité, et qui est aussi, effectivement, dans ce cas-là, complémentaire au caviste physique. Voilà. On n'a pas préparé cette question, mais je vous la pose, pas obligé de répondre, mais sur une base 100 d'une bouteille que j'achète chez un caviste, est-ce que vous pouvez me détailler les différents coûts? C'est compliqué. Dans l'industrie, je parle pas de PC, historiquement, compliqué. C'est compliqué, c'est un peu leur secret aussi. Okay. On va pas chasser ce qui ne nous appartient pas d'ailleurs. Après, ils ont leur marge. Après, chaque caviste a une stratégie de marge un peu différente. Oui, c'est vrai que ça varie en plus. Donc, mais ça varie d'un caviste à un autre. Donc, c'est compliqué d'avoir une réponse globale. Donc les cavistes, 400 cavistes que vous attaquez en direct, il y a des chaînes, en tout cas des enseignes là-dedans qui vous permettent de réduire. Oui, absolument. Le CHR, c'est en direct aussi? Oui. Alors, avec des distributeurs, bien sûr. On travaille aussi avec des distributeurs. D'accord. Café Richard, France Boisson, etc. Mais on a une équipe en interne, effectivement, qui s'occupe de la partie CHR. Et ton distributeur, est-ce que c'est comme dans d'autres industries? Il a un secteur, une zone géographique? Alors, nous, le plus important, c'est le client final. C'est-à-dire le restaurant, c'est ça le plus important. Après, c'est quelle logistique adopter. Et certains restaurants passent effectivement par France Boisson, d'autres par Richard, d'autres par OBD, d'autres par des intervenants CEDI sur la province. Et donc nous on s'adapte globalement. Si ce client final veut passer par un distributeur précis, on met en place un accord de distribution. Mais c'est donc toi qui vas chercher le restaurant? Oui, absolument. En lui disant, selon la zone ou selon ses choix, par quel intermédiaire passer. Voilà, ça peut se faire comme ça, ou ça peut être aussi lui de son côté qui nous dit, nous on travaille spécifiquement avec les vins Richard, donc on passe par les vins Richard, donc dans ce cas-là on passe par les vins Richard.
Après, tu as du développement de la part des distributeurs. Certains distributeurs ont leur force commerciale, bien sûr, et développent certains comptes pour nous. Mais aujourd'hui, on est encore dans une phase où on accompagne beaucoup les forces commerciales, on est présent sur le terrain. On a fait le choix d'internaliser à quasi 100% toute la force de vente. Donc, parce que c'est important de transmettre justement l'énergie, la passion, les éléments qui justifient le prix par la qualité et la dégustation, bien accompagner les moments de dégustation, parce qu'il n'y a pas un restaurant ou un hôtel ou un bar ou ce que tu veux qui ne signe avec nous sans avoir dégusté les produits. Donc, de toute manière, on se doit d'être présent aussi pour ça. Ok, donc d'aller chercher ces restaurants qui sont un peu emblématiques. Exactement. Non, mais c'est vrai que de manière générale, on est quand même très pro-distributeur. C'est vraiment une stratégie qu'on a adoptée depuis le début et on en est très fiers. Pourquoi réinventer la roue ? Exactement. Okay. CHR Corporate Caviste, le travel retail, on en a parlé assez rapidement, qui va, j'imagine, prendre de la place. Vous avez quoi comme ambition là-dessus ? On espère qui démarre, et puis là c'est un petit peu tôt pour en parler, mais on attend un référencement clé au niveau international sur une compagnie aérienne qui devrait se faire. Donc on est quelques heures un petit peu trop tôt peut-être pour l'annoncer, mais on va pas se mettre la main, voilà, exactement. Mais en tout cas, l'idée étant de faire découvrir aussi la marque, pas forcément que par le duty free, mais également aussi par notre présence sur des compagnies aériennes stratégiques clés qui vont alimenter aussi certains marchés domestiques, certains pays clés. Donc c'est aussi ça une des facettes de notre stratégie, c'est vraiment d'aller chercher quelques compagnies qui vont apporter l'image, où on va être servi sur la classe affaires minimum, ce qui va nous permettre de pouvoir aller toucher les consommateurs des pays clés servis par cette compagnie. Compris. Dans tout ce que tu dis, dans tout ce que vous dites depuis tout à l'heure, il y a un sentiment d'asseoir une sorte de légitimité, d'avoir un tampon auprès d'influenceurs. D'ailleurs, vous me disiez que en préparant l'entretien, que vous aviez aussi une stratégie d'influence avec des clubs sportifs en France. Oui, alors c'était aussi effectivement, c'était une décision qu'on a prise aussi, c'était de comment faire sur des secteurs pour aller chercher les leaders d'opinion, quels qu'ils soient, dans la restauration, l'hôtellerie, l'entreprise, les cavistes, etc. Et on sait que tous ces leaders d'opinion se retrouvent souvent autour d'une coupe dans les loges tous les 15 jours, le samedi, dans leur club emblématique de la ville. Que ce soit basket, rugby, foot, tournoi de tennis. Et donc on s'est dit que, moi c'est ce que j'avais d'ailleurs développé dans des expériences passées, c'est la meilleure moyen de faire découvrir la marque était d'aller chercher des partenariats avec le club sportif emblématique de la ville, comme le dit Edouard, dans le foot, dans le rugby, dans le basket et dans le hand, qui sont vraiment les 4 sports importants, et avec qui on va conclure un accord de partenariat où ils vont servir globalement en exclusivité notre marque sur l'ensemble des loges et de toute la partie événementielle pré- et post-match. Et pour nous, c'est vraiment un moyen, pour moi, c'est le moyen idéal pour faire découvrir une marque dans une ville auprès de l'ensemble des leaders d'opinion. À des leaders d'opinion. Quels sont tes leviers ? Parce que tu demandes l'exclu, on est d'accord ? Ouais, l'exclu. L'exclu, après la connexion avec les autres partenaires. En fait, l'intérêt, c'est que nous, on se déplace sur les événements et on rencontre tous les partenaires. On est légitime parce qu'on est déjà le partenaire comme eux du club. Et en fait, après, il y a une sorte de solidarité qui se crée, une sorte d'amitié qui se crée autour du sport. C'est aussi ça. Nous, on est avant tout aussi de grands fans de sport et je pense que c'est ça qui nous a emmenés là-dessus. Et généralement, derrière, ça te déclenche du business local et ça permet d'asseoir ta notoriété dans la région ciblée. Ok. Et puis c'est des connexions, c'est des connexions dans le stade. Donc il y a des rencontres, tout se fait, le relationnel se fait aussi autour de ces loges. On peut également aller faire découvrir, on peut aller aussi parler de la marque, de loge en loge pendant le match ou avant le match. Donc il y a des vraies connexions qui sont, et ça se fait non pas sur un seul match, mais ça se fait sur tous les matchs. Oui, t'installes de la et globalement, continuité, de la fréquence. Et globalement, on intègre des contrats de partenariat sur non pas sur un an, mais on conclut des accords sur 2 ou 3 ans minimum, de manière à s'inscrire plusieurs dans le saisons temps. Et tu t'inscris dans le temps. Hyper intéressant. Et tu dis que vous êtes présent sur 2 clubs. On essaie d'être là. Pour les dégustations, pour l'expliquer, pour le raconter. Toute l'équipe est là en ce moment. Comme on a réussi de manière assez incroyable à convaincre une douzaine de clubs de haut niveau dans le foot, dans le basket, dans le rugby, dans le hand, on a aussi une obligation de notre côté d'aller installer la marque, animer, parce que
tous ces clubs passaient par le passé par des marques fortes, donc connues par l'ensemble des consommateurs et des partenaires. Donc il faut aussi, maintenant qu'ils ont une marque un peu nouvelle, que tout le monde ne connaisse pas forcément, il faut aller leur parler de la marque, pourquoi on est là, quelle est notre stratégie, leur parler des produits, leur faire des masterclass. Enfin, vraiment, c'est un accompagnement qui demande beaucoup d'investissement de la part de toutes les équipes. Ok, intéressant. On n'a pas parlé de la grande distrib. Non, c'est pas l'enjeu aujourd'hui. Sur EPC, peut-être que sur Oros, sur notre cuvée IGP Méditerranée qui est faite à côté d'Aix-en-Provence, on y passera peut-être un jour. Sur le champagne, c'est pas du tout d'actualité. Si tu veux, la grande distribution, c'est pour soit des marques en premier prix, soit c'est la rançon, enfin pour moi, pour ma vision, c'est la rançon pour des marques internationales qui arrivent à se vendre très cher, voire des fois plus cher que chez les cavistes, et que la demande consommateur reste. Mais pour une marque comme nous, nouvelle, qui est assez quand même conceptuelle, ça n'a aucun sens, parce qu'il n'y a aucune prescription qui va aller acheter aujourd'hui une bouteille de PC sur un rayon sans avoir une explication. Donc aujourd'hui, non, la stratégie, c'est 100% caviste. Ok. Vous êtes contacté ? Oui, on a été sollicité, mais on n'est pas dans une stratégie de volume, on est vraiment dans une stratégie de qualité, d'y aller étape par étape. On n'a pas vocation à faire 20-30 millions de bouteilles du tout. Hein. C'est vraiment de se dire, on fait un truc bien, avec une qualité qui correspond à nos attentes, à nos exigences. On est, je pense, assez exigeant sur ça. On est hyper pointilleux. Et c'est ça qui nous guide. Ouais. Pour ma culture personnelle, 1200 maisons de champagne. Vous faites 500 000 bouteilles cette année, ce qui vous placerait 500 000 avec le rosé. Hein. Avec le rosé, pardon. Combien sur le champagne vous communiquez entre 350 et 380. Oui, d'accord. Donc avec 350, 380 000 bouteilles, vous seriez, tu m'as repris tout à l'heure conditionnel, dans le top 35 ouais, c'est ça. des maisons. Alors, c'est ce qu'on estime, parce qu'on n'a pas les classements de tous les autres, la croissance des autres, mais par rapport au classement de l'année dernière, c'est ça. En tout cas, dans le top 40. Et les 3, 4, 5 premiers, ils font combien au volume plus de 20 millions de bouteilles. 20 millions de bouteilles. Moët & Chandon, c'est une trentaine de millions de bouteilles, tu vois, pour donner un ordre d'idée. Qui est le leader incontesté pour le coup. Hein, Mais oui, après, tu as du 20, du 15. Donc, il y a des très gros acteurs qui se battent devant. Mais donc, ça descend assez rapidement. Et les derniers, c'est quelques caisses par an. Exactement. Enfin, j'exagère. Ouais, mais c'est ça, exactement. Ah ouais, ça va être le vigneron indépendant qui va faire quelques bouteilles pour ses proches, pour ses quelques clients amis. Ok. Voilà, ça passe comme ça. 35 pays. 35 pays. Depuis, vous étiez présent dans combien de pays en 2020 ? On démarrait, donc peut-être quelques-uns. Ouais, peut-être 4, 5. Il y avait la Belgique, il y avait un peu le Luxembourg, il y avait un peu de Danemark, qui était un de nos premiers marchés, qui reste d'ailleurs un de nos premiers marchés en Europe aujourd'hui. Et effectivement, on a réussi à s'exporter là depuis. Je pense que la nouvelle plateforme de marque nous a donné vraiment un coup de boost aussi en termes de désirabilité. Putain, c'est galère. Vous avez quand même du coup les deux images qui ont cohabité un certain temps. J'imagine que quand tu signes, une fois que tu as ta nouvelle plateforme et que tu signes le Danemark, tu leur envoies les nouvelles bouteilles. Oui, mais alors après c'est pareil, ça a été aussi de la formation, ça a été de l'explication pourquoi on a repositionné progressivement la marque. C'est un travail de partenaire, on discute. En termes de log, c'était, tu vois, il y a une petite question. C'est sûr. Mais excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc Danemark, qui reste un de vos plus gros pays, mais les 35 pays, comment est-ce que vous les abordez ? Distributeurs ? Distributeurs. Après, on a également quelques agents, quelques prescripteurs qui nous amènent aussi des contacts, des réseaux personnels, et puis de plus en plus, depuis quelques mois, on le voit, on sent que la marque est en train de s'installer. De plus en plus de demandes entrantes, d'intérêt de la part de distributeurs, même de renom, pour avoir quelques informations sur EPC. J'imagine que le travel retail, une marque d'aviation peut-être, ça peut aider à l'international. Ça va accélérer, là concrètement la présence de la marque à l'international. Et c'est vrai qu'on peut pas non plus l'annoncer, mais l'une des fiertés qu'on annoncera également dans quelques semaines, c'est d'avoir conquis un acteur, certainement l'acteur le plus emblématique du marché UK, qui, au bout de 6 mois, a souhaité élargir sa gamme avec nous. Donc on pose nos jalons de manière très stratégique partout, avec surtout l'objectif de trouver des gens
qui nous ressemblent, qui ont une vraie envie de travailler avec nous. Ça ne nous intéresse pas de travailler, d'être une marque de plus dans un portfolio. Ce qu'on souhaite, c'est de ressentir de la part du management une vraie envie de bosser avec nous et une vraie envie de nous prescrire et d'en faire une marque forte dans leur portfolio. Parce que si la marque est laissée de côté, ça fonctionnera pas. C'est une marque pas facile à vendre, il faut raconter l'histoire, donc c'est pas évident, surtout dans des marchés matures. Et si on n'en s'en occupe pas avec l'énergie dont Edouard parlait tout à l'heure, ça fonctionne pas. Et je crois, alors tu le disais tout à l'heure, hein, ça doit être conditionnel ou pas cette fois? C'est la seule maison non patronymique de Champagne. Écoute, en tout cas, j'en connais pas d'autres. Bon, en tout cas, tu ne connais pas d'autres. C'est aussi une jeune start-up, vous avez 4 ans. Ouais. C'est une friction, ça, pour les acteurs installés, de se dire, c'est pas une marque qui est centenaire, bicentenaire, tricentenaire. Oui, ça fait partie des arguments qui reviennent régulièrement. C'est, mais du coup, j'ai habitué mes clients à une marque connue, même si à l'aveugle, la dégustation, il n'y a pas eu photo, vous avez gagné sur 100% des gens qui étaient présents, c'est votre champagne qui a été préféré. Bon, là, on est un peu embêté. Est-ce qu'on va pas perdre nos clients au passage? Est-ce qu'ils vont pas être déçus? Ça revient souvent. Faut pas se... Oui, mais également, il y a aussi, moi je le vois en France ou international, on parle d'international, il y a de plus en plus d'acteurs qui ont envie aussi de se différencier de ce qu'ils ont, de ce que leurs concurrents ont dans leur portfolio. Et il y a les nouvelles générations aussi qui arrivent, d'entrepreneurs qui reprennent des fois des affaires familiales en matière de distribution, d'importation, et qui arrivent donc aussi avec un regard neuf et qui ont envie aussi de bousculer les codes, de bousculer un peu leur établi, et puis de ne pas être cantonné avec ce qu'ils ont depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Donc il y a une vraie envie aujourd'hui de modernité, et puis de trouver aussi des marques qui peuvent aussi répondre à la demande des consommateurs de leur propre marché, forcément. Donc il y a une évolution là-dessus depuis quelques années qu'on voit. Et de toute façon, on n'aurait pas un tel succès international s'il n'y avait pas cette évolution-là. Clairement. Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, c'est la diversification. Vous avez lancé une maison Aurose, je le redis, c'est juste, AUROSE-provence.com, c'est ça? Oui, tout à fait. Pourquoi? Alors, il y a eu plusieurs raisons. Déjà, c'est parti de demandes consommateurs qui nous disent, mais vos champagnes sont super bons, est-ce que vous faites, c'est génial. Alors consommateurs plutôt professionnels pour le coup, les clients café, hôtel, restaurant, cavistes, vous voudriez pas faire quelque chose dans le rosé, en Provence, parce qu'on parle de rosé, mais on va sortir aussi un vin blanc là pour pour l'année prochaine, donc on va avoir 2 types de vins. Ça a été le premier message. Ensuite de cela, on s'est rapidement aperçu que on avait tout intérêt à creuser le sujet dans un premier temps parce que les marchés étaient ultra complémentaires, c'était les mêmes. Les 3 plus gros marchés de consommation du rosé de Provence, du rosé, c'est France, États-Unis, Angleterre, qui sont les mêmes 3 plus gros marchés du marché champagne. La saisonnalité est inversée, plutôt une consommation estivale pour le rosé et plutôt une consommation en fin d'année, en tout cas fin d'année française, plutôt lorsqu'il fait un peu plus froid pour le champagne. Et les acteurs décisionnaires, donc les acheteurs, sont exactement les mêmes personnes pour nous. Donc c'était assez complémentaire et assez facile pour nous d'intégrer cela. Et enfin, il y avait pour nous une vraie opportunité marché de niveau production, puisque on va faire partie, je pense, des rares maisons en Provence qui vont vous indiquer d'où viennent les raisins. Il y a, encore une fois, comme en Champagne, qu'un seul terroir dans chacune de nos cuvées. Il n'y a pas d'assemblage de vrac ou de vins divers et variés qui pourraient venir de partout en Provence. On est la seule maison à indiquer les cépages que vous allez retrouver dans votre bouteille, à indiquer le taux de sucre, une fois de plus, en fait. Donc, il y avait tout ce message, ce côté carte d'identité, transparence qu'on pouvait aussi répliquer au Champagne. Et ensuite de cela, il y avait aussi, on voit qu'il y a quand même une vraie mouvance sur cette région provençale. Et on s'est dit, on va pas investir énormément, on va essayer de faire quelque chose de très qualitatif, de très bien, mais on va essayer de prendre le train en marche aussi. On voyait que les plus grands groupes, les plus grands alcooliers mondiaux venaient investir dans la région. On s'est dit, on va tenter notre coup, on va se mettre à l'arrière du peloton, on va voir ce qui se passe, et s'il y a quelque chose à faire, on sera là. Et ensuite de cela, ça a été, lorsqu'on a présenté ce projet à notre board, ça a été même très bien accueilli, à notre conseil d'administration, et même par quelqu'un, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais on a eu la chance, et tu parlais d'influence, et mine de rien, ça a été une influence d'une certaine manière. On a l'ex-président des champagnes LVMH qui a développé tous les champagnes d'LVMH
Donc Ruinart, entre ce qui était Ruinart avant et maintenant la marque incroyable qui est devenue Ruinart, Dom Pérignon qui était une cuvée de la maison Moët & Chandon à la base et qui est devenue Dom Pérignon, et toutes les autres maisons qu'on a en tête. Il a présidé toute cette partie-là pendant 25 ans, Stéphane Basquiera, et qui a rejoint le board de la société, qui a envoyé un signal au marché en disant j'ai confiance en EPC, j'ai confiance dans ce qu'ils font. Ça a été un soutien incroyable, et ça a été aussi un soutien dans le projet Provence, parce qu'il nous a dit, moi j'y crois vachement. Chez LVMH, ils l'ont prouvé en rachetant certaines maisons, ils y croient aussi beaucoup, et je pense qu'on a créé une marque qui aujourd'hui répond pas mal aussi aux attentes des consommateurs. On a un succès qui est très honorable. Bien sûr. Ça fait sens, vraiment ça fait sens. C'est vrai que ce que disait la saisonnalité inversée, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, c'est intéressant, et puis c'est vraiment complémentaire. Aujourd'hui, il faut arriver avec des moyens chez des clients un peu stratégiques, et quand on a uniquement du champagne, on se coupe certaines portes. En tout cas, certaines portes sont fermées. Par contre, quand tu arrives avec du champagne, du rosé, qui sont vraiment les deux produits aujourd'hui festifs, et d'ailleurs le rosé a pris sur certains établissements certaines parts de marché aussi au champagne, sur le côté festif, événementiel. Donc il fallait aussi qu'on puisse développer ce portefeuille de marque tout en étant droit dans nos bottes sur la colonne vertébrale, sur l'ADN, sur le côté mise en avant des terroirs, que ce soit en Champagne ou en Provence, et puis de le faire de manière conjointe, de manière à être plus fort, arriver plus fort avec plus de moyens trade marketing chez les clients stratégiques. J'adore le LinkedIn de Stéphane Basquiera. Alors ça s'écrit Baschiera. Stéphane pour nous c'était une vraie chance. Chairman and CEO Ruinart. Voilà, c'est le LinkedIn le plus court. Il n'a pas mis beaucoup à jour, parce qu'après il a présidé Moët & Chandon, et Moët & Chandon détient Ruinart, Dom Pérignon, toute la partie Moët Champagne, quoi. Et c'est Monsieur Champagne, c'est monsieur qui a développé la valeur de la Champagne, qui a tout fait en Champagne, et avoir effectivement son blanc-seing et son accompagnement. Tu vois, je l'ai eu ce matin au téléphone 2 fois, donc il est vraiment hyper investi au quotidien dans le conseil d'administration. C'est assez génial. C'est un signal local fort, un signal national fort, et même un signal international. Tu vois, on parlait d'une compagnie aérienne, il m'a directement dit si on va au bout de la négociation, je viens avec vous, je paye mon billet d'avion, mais je viens avec vous et on y va. Donc c'est toute cette énergie qui est derrière le projet, qui, je pense, l'un des atouts et l'une des forces de PC, c'est toute la confiance de nos des gens qui nous ont fait confiance, de nos actionnaires, où on a un groupe WhatsApp. Ça fuse pas tous les jours, mais assez souvent il y a un enthousiasme derrière la marque, un dynamisme, une énergie, une bienveillance aussi. En fait, c'est hyper important. On est dans un métier d'homme, où la poignée de main, l'engagement, les promesses, c'est des choses qu'on doit tenir. On est dans un métier lié au temps. Le vin, c'est le temps. Et c'est vrai que c'est cette conjugaison de toutes ces personnes qui aussi nous a vraiment porté depuis le début et continue à nous porter. C'est très très inspirant. C'est une vraie fierté, parce que c'est une vraie fierté pour nous de rendre aussi la monnaie de la pièce, et puis de faire en sorte que quelques années après, ils nous font confiance, quoi. Donc c'est vraiment, comme tu dis, c'est inspirant, et c'est une vraie fierté. Donc on a la saison des fêtes avec EPC et les champagnes, on a l'été et l'apéro avec Eurose. Donc tu fais toute l'année avec nous. Et what's next? Voilà. Le vin blanc chez Eurose. Le vin blanc chez Eurose. Le vin blanc chez Eurose. Le vin blanc, puis après on verra. En Provence aussi. Tout à fait, en Provence. On va essayer de faire vraiment un vin blanc exceptionnel. On est en plein dedans là, donc on a rapatrié les raisins lors de la vendange il y a 2 semaines. Il y a quelques jours. Là c'est parti, on est en pleine vinification en ce moment. Et le blanc, ce sera déjà pas mal entre les deux rosés. On va se poser, parce que voilà, on verra les next steps après. Là, il y a tellement de choses à faire, et surtout à développer et à consolider surtout sur EPC Eurose, que le développement est quand même assez fulgurant, donc il faut être prudent aussi dans le développement futur, et surtout consolider toutes les bases qu'on a pu avoir depuis 4 ans. Ça, c'est important. Et après, quand on aura fait ça, on verra. Formidable, ça me permet d'atterrir sur ce qu'on disait en préparant cet entretien encore, ce que tu disais, Édouard, mais ou toi, Jérôme, je sais plus. J'ai parlé d'asseoir sa légitimité. C'est ça, c'est exactement ça. Travel retail, partenariat, club sportif, être une marque reconnue. Ce sont les années de vérité qui arrivent, la maturité. Cette année est une année vraiment de transition, où on voit que la marque
commence à être demandée. Il commence à y avoir une petite notoriété autour de PC. Et elle commence à être demandée, elle commence à être reconnue. Ce qui est assez étonnant, c'est que j'avais des importateurs hier de certains pays qui avaient eu un dîner avec des copains importateurs sur d'autres pays en Amérique centrale et qui avaient entendu parler de PC et dit voilà, c'est une marque intéressante et une marque solide. Et quand j'ai entendu ce côté marque sérieuse et solide, ça fait vraiment plaisir d'entendre parce que c'est tout ce qu'on essaye en tout cas de construire, de construire quelque chose de sérieux sur des bases solides, de manière à ce qu'on puisse demain accélérer encore plus fort, mais avec les bonnes fondations. C'est une belle note de conclusion. Ouais, je suis d'accord. Si je vous réinvite, alors pas dans un an, un peu plus tard, dans un an et demi, allez, début janvier 2025. Qu'est-ce que vous me racontez en quelques mots? On fera un bilan de l'année de vérité, du coup. L'année 24 est une année importante d'un point de vue financier. Et puis, on viendra avec quelques produits à te faire déguster aussi. Là, il était un peu tôt ce matin pour faire une dégustation, mais on se fera un truc sympa. J'ai fait une fois un apéro du panier, chers auditrices, chers auditeurs, vous avez été nombreux à me dire que c'était cool, c'était un moment un peu de vérité où avec plusieurs copains qui sont passés sur le panier, on s'est dit des choses. Le soir, on le fera. Avec grand plaisir. Je vous inviterai à ce moment-là et puis on parlera d'autre chose que de e-com, de distrib. Mais on ramènera quelques bouteilles. Avec grand plaisir. Jérôme, Édouard, merci infiniment pour votre temps. Merci de ton accueil, vraiment sympa. Merci à vous pour la transparence, je trouve ça très cool. Félicitations, c'est incroyable. x10 en 3 ans, en nombre de bouteilles en tout cas. C'est incroyable. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous voulez continuer la conversation, c'est Édouard Roy, R-O-Y sur LinkedIn, et Jérôme Keige, Q-U-E-I-G-E, sur LinkedIn aussi. Plutôt sur la partie business pour toi, Jérôme, et plutôt sur la partie production, finance pour toi, Édouard. Évidemment, epc-champagne.com pour aller voir cette vraiment très très belle plateforme de marque. Je suis un peu elle est très belle, voilà. J'ai rien à redire. C'est gentil. Et Aurose, AUROSE-provence.com pour voir les rosés. C'est la même personne qui a fait la plateforme Oui, tout à fait. Et il a fait Aurose après EPC? Oui. Non, avant. Non, il a fait. Vous l'avez testé sur Aurose, enfin en tout cas. Comme il a fait du bon boulot, il l'a repris sur EPC. Très bien. Merci infiniment. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du Catch-up du panier. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme préférée, de noter cet épisode 5 sur 5 ou 10 sur 10 ou 50 sur 50 le max et surtout de le partager à vos proches et vos collaborateurs. Je vous donne rendez-vous sur le panier pour un prochain épisode, du panier ou d'un catch-up. Et d'ici là, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks sur LinkedIn. Vous pouvez me contacter, Laurent Kretz, K-R-E-T-Z. À bientôt.